je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Michel Tonini. Merci de m'avoir invité dans ce club type pour parler d'espace. Donc la confiance est un voyage et non pas une destination. C'est pour ça qu'on n'a pas peur lorsqu'on va dans l'espace, parce que la confiance, elle va se former au fur et à mesure de nos jours d'entraînement. Et il faut de la confiance pour décoller sur cette fusée Soyouz, qui est assez antique. Rappelez-vous, c'est celle qui a fait décoller le premier Spoutnik en 1957, qui a fait décoller Gagarine en 1961, qui a fait décoller Thomas Pesquet il y a 2 ans, qui m'a fait décoller en 1992, et qui fait décoller tous les astronautes du monde entier, à part les Chinois, sur la Station spatiale internationale. Donc là, mon vol est en 92. Vous voyez la fusée qui recule vers le pas de tir. Au passage, je peux signaler que cette fusée, elle est extrêmement solide. C'est l'une des seules fusées au monde qui peut arriver à l'horizontale sur le pas de tir et monter à la verticale pour le décollage. Si vous faites ça avec une fusée classique type Ariane, elle casserait dans la rotation. Donc, c'est du russe, c'est du costaud. Et en plus, vous avez dans cette photo la fusée, la partie blanche qui est la capsule Soyouz, où sont les astronautes avant le décollage, et surtout une deuxième fusée qu'on appelle la tour d'éjection, qui est tout à fait en haut. C'est votre siège éjectable en cas de problème. Ça vous permet de vous sauver. Ça a fonctionné une fois au décollage, il y a environ une trentaine d'années, une fois à Mach 25, donc à 25 000 km/h, quand la fusée est partie en vrille, ça a sauvé les astronautes. Et récemment, en mois de novembre, ça a sauvé un équipage avec un Russe et un Américain qui ont eu un premier étage qui a tapé sur le deuxième étage. La fusée a explosé. Ça a également récupéré les astronautes sains et saufs. Donc c'est vraiment très important pour nous, pour notre confiance dans le système. La fusée est prête au décollage. Oui, les bras qui étaient à l'horizontale sont montés à la verticale contre la fusée. Elle est prête à partir. Et ça, c'est mon équipage en 92 avec un Russe en bas. Je suis au milieu, un Russe derrière. Donc je suis coincé entre 2 Russes. Comme ça, j'ai aucune chance de m'échapper. Il n'y a pas de peur du tout. Vous montez en haut de la fusée avec un tout petit ascenseur. Donc c'est une personne ou 2 personnes. Et une fois que vous avez en haut, vous rampez sur une espèce de petit tunnel pour redescendre dans la fusée par le haut. Donc vous êtes dans la partie blanche de la fusée que j'ai montrée au départ. Et vous êtes à 3, de front, en scaphandre. Donc il faut bien se connaître, bien s'entendre. Et heureusement, on se prépare à ce décollage 2 ans avant la mission. Donc on se connaît les uns après les autres. Ce que nous faisons dans le vaisseau, c'est vraiment une chorégraphie. Et on s'installe assis dans cette position-là 2h30 avant le décollage. Donc là, c'est la position que vous avez au décollage. Vous êtes dans un siège qui est incliné à l'horizontale. Donc vous décollez à l'horizontale. Le siège est en métal assez costaud. Et dans cette photo, le scaphandre est pressurisé à 0,4 atmosphères. Cette pressurisation vous permet de vous sauver en cas de fuite dans le vaisseau. C'est arrivé plusieurs fois chez les Russes ou chez les Américains. Donc aujourd'hui, tous les astronautes du monde entier décollent avec un scaphandre et qui se pressurisent en cas de problème, en cas de fuite du vaisseau. La fusée décolle. Ce qui vous surprend lorsque vous décollez, c'est que c'est extrêmement rapide. En 9 minutes, vous partez du sol. En 9 minutes, vous êtes dans l'espace. Vous tournez autour de la Terre à 28 000 km/h. Vous faites 16 tours de la Terre en une journée. Ça va très très vite. J'ai l'habitude de dire que lorsque j'étais dans l'espace, je voulais faire une photo de la dune du Pilat. Le jour où j'ai vu la dune du Pilat, j'ai fait la photo. Je me suis retrouvé en Italie. Donc, l'orbite d'après, j'ai un peu anticipé pour réussir la photo. Une fois que vous avez décollé, les 3 morceaux de la fusée tombent derrière vous. Il ne reste plus que le vaisseau que vous voyez ici, en 3 parties. La partie arrière est le moteur. La partie centrale contient les 3 astronautes. La partie avant est un module orbital pour lequel on peut rentrer pour enlever les scaphandres, sécher les scaphandres, se restaurer, boire un peu et faire d'autres expériences scientifiques. Le vaisseau va rejoindre tout doucement la station spatiale. À l'époque, il fallait 2 jours pour faire la rejoindre. Et là, vous voyez la station Mir. Cette station Mir n'existe plus. C'est la station dans laquelle j'ai volé en 92. Aujourd'hui, nous avons une station spatiale internationale qui est beaucoup plus grande, qui est 3 fois plus grande. Donc le vaisseau arrive tout doucement
à 30 cm par seconde, tout doucement. Les deux modules sont à 28 000 km à l'heure. On est à 400 km de la Terre et on doit rentrer à 30 cm/s dans la station spatiale pour faire un arrimage réussi. Donc vous voyez le vaisseau qui arrive et on arrive sur la partie russe qui est à droite. Une fois qu'on est à l'intérieur, on a travaillé sur des expériences scientifiques. Là, j'avais un échographe qui permettait de mesurer les modifications du cœur lorsque nous sommes en apesanteur. Quand vous arrivez dans l'atmosphère, quand vous arrivez dans l'espace, tout le sang va partir des pieds pour monter à la tête. Donc vous avez une répartition des liquides qui est différente. Et donc le cœur va se réadapter jour après jour pour être tout à fait cohérent avec cette nouvelle donne hydraulique dans votre cœur. Là, vous voyez une expérience que nous faisons avec l'échographe couplé avec le vêtement russe que vous voyez sur la photo de gauche, qui est un vêtement Chibis. C'est un pantalon que vous serrez à la taille et qui vous fait une dépression vers le bas pour ramener le sang tout doucement de la tête vers les pieds pour vous réhabituer aux conditions terrestres. Là, on travaille sur la deuxième partie qui nous intéresse dans la désorientation de notre système humain lorsqu'on est en apesanteur, qui est le neurosensoriel, les équilibres posturaux et les équilibres de l'oreille interne. Au bout d'un vol de 15 jours, donc un vol court, je rappelle au total qu'aujourd'hui, les vols que nous faisons sont des vols de 6 mois, mais à l'époque, c'était des vols très courts, de 15 jours. On rentre dans l'atmosphère, on quitte la station, on va freiner en rentrant dans l'atmosphère et la capsule tombe à la verticale sur le Kazakhstan, qui est une grande steppe qui fait 400 par 400 km. Le parachute s'ouvre à 10 km et vous tombez doucement vers le sol avec ce parachute et la capsule. Cette capsule, c'est la partie du milieu du vaisseau Soyouz qui rentre, puisque le module orbital et le compartiment moteur ont été éjectés, ils vont brûler dans l'atmosphère en rentrant dans l'atmosphère. Donc le vaisseau arrive au sol. À 1 mètre du sol, les fusées vont s'allumer pour amortir l'atterrissage. Si c'est le cas, vous aurez un atterrissage doux. Un atterrissage doux, vous prenez 15 G. Que veut dire atterrissage doux chez les Russes? Si vous êtes vivant, l'atterrissage est doux. Sinon, on n'en parle pas. Et ça, c'est mon Soyouz. Vous voyez donc cette photo, le vaisseau qui a été un peu calciné parce que la température de peau est montée à environ 2000 degrés. Et derrière, les petits Kazakhs viennent nous rejoindre avec leurs chevaux ou leurs ânes. Et cette photo vous montre environ 50 000 ans de transport humain. Deuxième mission, comme dans le film, en 1999, une mission sur la navette spatiale américaine Columbia. C'était la première mission commandée par une femme, que vous voyez sur la photo sur la partie gauche. Et nous étions 5. Et j'étais à droite avec une autre ingénieure responsable du déploiement d'un grand télescope qui récupère les rayons X des trous noirs et des étoiles à neutrons. Donc la navette est prête à décoller. Nous sommes encore en scaphandre. Rappelez-vous que le scaphandre vous permet de rester en vie en cas de dépressurisation. La navette est prête à décoller. Et là, je vous montre le décollage. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Of rated performance
Seconds into the flight. Engines beginning to rev up. Standing by for the throttle up call from Capcom Steve Crow. Discovery, you can go at throttle up. Go at throttle up. Throttle up, crawling down by Commander Steve Lindsay. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. Donc là, vous avez vu les 2 premières minutes du décollage de la navette spatiale. Après, elle va continuer pour monter dans l'espace. Le temps d'arriver en orbite, c'est le même que le Soyouz, c'est toujours 9 minutes. Dans la navette américaine, les moteurs sont des moteurs cryogéniques, alimentés par hydrogène et oxygène, et c'est aidé au décollage par les 2 boosters à poudre. Donc au départ, on allume, 6 secondes avant le décollage, on allume les moteurs cryogéniques, et lorsqu'ils ont été vérifiés par tous les ingénieurs que vous avez vus dans la salle de contrôle, on a le feu vert pour donner le go pour le décollage. À mon premier décollage, on a coupé la séquence à 7 secondes. Donc ça fait un peu bizarre quand vous arrivez à 6 secondes de vous attendre à entendre du bruit et que rien ne se passe. Et il est arrivé dans l'histoire d'avoir un décollage que l'on coupe après les 6 secondes. Dans ces cas-là, on peut couper les moteurs principaux avant qu'on allume les moteurs à poudre, puisque lorsque les moteurs à poudre sont allumés, on ne peut plus les éteindre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire les vérifications dans les 6 dernières secondes, ce qui fait une attention extrêmement importante de tous les contrôleurs qui sont au sol. Au décollage, on a une poussée de 3500 tonnes pour un poids de 2000 tonnes. Donc on arrive très rapidement à avoir la butée maximale qui est de 3G, c'est-à-dire 3 fois l'accélération G, qui est la limite pour la navette. Sinon, elle va se plier en rentrant dans la masse d'air importante qu'on appelle Qmax. C'est pour ça qu'au décollage, après 30 secondes, on réduit les moteurs cryogéniques au ralenti pour passer la bosse du Qmax avec un moteur au ralenti pour éviter d'accélérer sur les 3G. Et quand vous entendez le pilote qui dit « go à throttle up », ça veut dire là, on peut aller plein gaz. Et vous avez plein gaz de 30 secondes, de 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes. À ce moment-là, on largue les boosters à poudre qui vont tomber dans l'eau en parachute. On va les récupérer avec des bateaux et on les nettoie, on les démonte, on les récupère pour le vol d'après. Donc on récupère une partie de la navette. À la différence, les moteurs du Soyouz sont des moteurs à kérosène et oxygène, sans booster à poudre, donc une poussée qui est un peu plus faible au décollage et une sensation de décollage qui est quand même plus faible. Au décollage, après le décollage, on ouvre les portes de la navette pour voir le télescope qu'on appelle Chandra. C'est une mission qui permettait d'envoyer ce télescope assez important, puisqu'il est toujours dans l'espace, et qui prend des images des rayons X venant des trous noirs ou tous les phénomènes stellaires assez importants. Ensuite, on a déployé ce télescope, on a été se coucher, et là on travaille sur des expériences secondaires, comme la séparation des cellules en apesanteur, pendant que Cathy Coleman travaille sur le fait et le stress des plantes. Est-ce que les plantes peuvent pousser dans l'espace? Rappelez-vous, c'était en 1999. Aujourd'hui, nous avons nos jardins potagers dans l'espace et ça nous permet de préparer les vols du futur pour aller sur la Lune ou sur Mars. Là, on fait du sport dans l'espace. Vous avez un tapis roulant. Il est important de faire du sport parce qu'en apesanteur, vous flottez dans la cabine et donc vous avez une perte de muscle très rapide et surtout une ostéoporose extrêmement rapide. Pour contrer la perte musculaire et l'ostéoporose, on doit faire du sport et on fait 2 heures à 2 heures et demie de sport par jour. Une partie sur le tapis roulant. Pour courir, vous mettez le harnais que vous voyez sur le cosmonaute en ce moment et vous avez des ressorts que vous mettez à gauche et à droite et vous mettez le poids divisé par 2 à gauche et à droite et vous courez tous les jours 1 heure sur ce tapis roulant. Cet instrument
est très important dans l'espace. Si vous y allez un jour, pensez bien à mettre les pieds dans la partie rouge. Les parties latérales sont à mettre sur les cuisses pour bien coller sur le siège. Le siège est petit volontairement pour éviter les fuites. Et vous avez, surtout sur la partie gauche de la photo, la checklist. C'est le seul endroit où on va aux toilettes avec une checklist. Ça paraît anodin, mais il est arrivé que certains astronautes aillent aux toilettes sans faire la checklist. Et donc, ça peut casser les toilettes. Dans ce cas-là, vous n'avez pas une bonne réputation auprès de l'équipage. Donc, attention aux toilettes, très important. Pour dormir, vous avez des sacs de couchage que vous mettez dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de haut ni de bas dans l'espace. Donc, on peut dormir un peu comme on veut. À l'époque, dans cette photo-là, vous voyez qu'on dormait attachés dans des sacs de couchage avec des bandes en velcro pour nous mettre contre la paroi. Et vous avez au milieu de la photo du bas le vélo ergomètre qui nous permet de faire de l'exercice, encore une fois, avec les bras ou avec les jambes pour faire beaucoup de muscles et faire contrer cette fuite musculaire. L'astronaute, en ce moment, alors vous n'allez pas savoir ce qu'il fait parce que c'est assez compliqué, mais il est sur une espèce de petite moto où il se tient avec les mains et avec les pieds. Quelqu'un sait ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Il ne fait pas de musculation, non, il se pèse. Le petit morceau bleu va se mettre à osciller. Et vous savez qu'on apprend quand on est en terminale qu'il y a une relation entre la fréquence d'un ressort et la masse. Dans l'espace, votre poids fait 0, mais votre masse reste la même. Donc là, il se pèse. Ce n'est pas extrêmement précis, mais ça fonctionne quand même. Voilà des vues que vous avez de l'espace. Vous voyez bien Bora Bora. Donc on a fait ces photos-là avec des focales 50 mm en plein format. Donc c'est ce que vous voyez à l'œil nu. C'est extrêmement joli. Une belle photo de Madagascar avec le soleil rasant. Une autre des aurores boréales. Donc on voit très souvent des aurores boréales et des aurores astrales. Tout dépend de l'activité du soleil et de l'activité électromagnétique. Une belle photo de... Non, Mont-Saint-Michel. Vous voyez au milieu le petit Mont-Saint-Michel. Et une photo des pyramides, évidemment. La photo montre qu'on voit les pyramides au nord du Caire. Et on pose toujours la question, est-ce qu'on voit les pyramides de l'espace ? Ben oui, on les voit, la preuve en est. Et cette photo est, non pas la Corse, mais la Corée. Corée du Nord, Corée du Sud. Cette photo récente, donc même l'espace parle au niveau visuel de nuit. Et cette photo a gagné le concours d'un astronaute américain qui est resté 1 an dans l'espace. Ce sont les Bahamas. Donc c'est vraiment ce qui était le plus joli de l'espace. On est tous à 80% d'accord pour reconnaître que les Bahamas sont vraiment très très beaux. Donc après, pour cette mission, on est rentré sur Terre. La navette pour rentrer sur Terre va se mettre en marche arrière, allumer les moteurs pour freiner. Et une fois qu'elle a freiné, elle va se mettre en marche avant et rentrer dans les couches d'atmosphère à 40 degrés d'incidence, à 25 000 km/h. Et elle va transformer la vitesse en température. Donc la température de peau sous le ventre de la navette va s'élever à environ 2000 degrés, comme sur le Soyouz. La navette va se poser, et là vous la voyez se poser, atterrir sur Cap Canaveral. C'est un planeur, on n'a pas les moyens de faire une remise de gaz parce que les moteurs ne sont plus alimentés une fois qu'on a quitté le réservoir extérieur. Donc il faut s'y prendre comme avec un planeur, avoir suffisamment de réserve d'énergie par la hauteur qu'on va dissiper par des S que nous ferons en rentrant dans l'atmosphère. Des grands S qu'on va faire à Mach 25, donc c'est assez important comme figure. Et quand vous touchez les roues, on sort le parachute pour contrôler la vitesse. Maintenant, j'ai expliqué les 2 vols que j'ai faits, un avec les Russes, un avec les Américains, toujours avec un petit climat de suspicion entre Russes et Américains. Mais au niveau historique, rappelez-vous que les Russes ont gagné la première course, enfin la première victoire du Spoutnik qui a décollé en octobre 1957. Puis ils ont gagné après coup le vol du premier humain dans l'espace en 1961, Gagarine, qui fait un vol dans l'espace d'une orbite. Il décolle de Baïkonour, du même pas de tir que celui que j'ai utilisé,
ou celui de Thomas Pesquet. On utilise toujours le même centre de lancement. Il a fait un tour de la Terre et il s'est posé dans les steppes du Kazakhstan. C'était vraiment très important de savoir est-ce qu'un être humain peut supporter un vol spatial. On sait qu'il pouvait supporter l'accélération, mais est-ce qu'il pouvait respirer, est-ce qu'il pouvait déglutir, est-ce qu'il pouvait avoir un comportement à peu près normal. Il l'a validé, donc c'était très important en 1961. Et depuis, on a augmenté les vols pour faire des vols de plus en plus longs, de faire des vols dans la station spatiale. On était sur la Lune. Cette année sera l'anniversaire de l'atterrissage sur la Lune, des 50 ans d'anniversaire. Et aujourd'hui, on a constamment, pendant que nous mangeons ici, 6 astronautes du monde entier qui sont dans la station spatiale en train de tourner dans la Terre, autour de la Terre, à raison de 16 orbites par jour. Et donc, il y a eu un chemin différent entre Russes et Américains, toujours avec un certain conflit. Sur la partie gauche, les Russes ont une fusée classique et une capsule classique. Les évolutions ont été extrêmement lentes chez les Russes. On a pratiquement gardé le même système. Il y a très très peu d'évolution entre le système du Sputnik de Gagarine ou celui de la fusée Soyouz qui décolle aujourd'hui. Et ils ont eu 7 stations Salyut, la station Mir qui a servi à valider la coopération entre Russes et Américains. Ils ont également essayé d'avoir un humain sur la Lune avec la fusée N1 qui a explosé 5 fois. Donc ils étaient vraiment mal partis pour aller sur la Lune. Au même moment où ils ont eu ces problèmes sur la fusée N1, les Américains étaient déjà sur la Lune. Les Américains, au contraire, ont eu un chemin en zigzag avec Mercury pour 1 personne, la capsule Gemini pour 2 personnes, Apollo pour 3 personnes, pour aller sur la Lune et également pour desservir leur station spatiale Skylab qui a duré quelques temps et qui est retombée sur Terre, en Australie d'ailleurs. Ils ont été sur la Lune, la navette spatiale. Aujourd'hui, les Américains n'ont plus de moyens d'accès à l'espace, sauf les moyens commerciaux de SpaceX, qui vont être validés au niveau humain d'ici 1 an ou 2 ans. Mais dans ce conflit entre Russes et Américains, il y a eu une mission conjointe, Apollo-Soyouz, qui est donc sur la gauche le vaisseau Apollo, qui décolle de Cape Canaveral, qui va dans l'espace. Le vaisseau Soyouz, qui décolle de Baïkonour, qui va dans l'espace. Et ces 2 vaisseaux se sont rencontrés dans l'espace pour s'arrimer. Les équipages se sont rencontrés. Cette mission a eu lieu en 1975. Et de cette mission, on a progressé pour faire une station spatiale internationale. Et cette mission a été rendue possible grâce à la rencontre de 2 personnes qui étaient Russes et Américains, qui ont voulu faire un monde meilleur. On est donc passé de la confrontation à la coopération. La confrontation a donné de la vitesse à nos projets spatiaux. Quand Kennedy annonce qu'on va sur la Lune, on y va 8 ans plus tard. Aujourd'hui, on serait incapable dans aucun pays, peut-être même la Chine, on ne pourrait pas dire aujourd'hui on va sur la Lune, nous y sommes 8 ans plus tard. Donc cette confrontation entre Russes et Américains a donné de la vitesse au projet, mais pas vraiment de contenu scientifique. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une coopération, donc c'est beaucoup plus lent bien sûr, mais la science est beaucoup plus importante, nos expériences scientifiques sont beaucoup plus importantes dans l'espace qu'auparavant, et surtout, nous avons une coopération avec 5 partenaires, qui sont les Russes, les Américains, les Européens. Les Européens, ce sont 10 pays différents, les Japonais, les Canadiens, et nous essayons de mettre avec 5 partenaires 2 autres qui sont la Chine et qui sont l'Inde. Donc, vous voyez, on aura au total, si tout va bien, 7 nations, 7 agences spatiales qui pourront coopérer ensemble. Et donc, dans cette photo, vous voyez un exemple de coopération qui montre un Américain qui coupe les cheveux aux Russes. Donc, c'est une photo qui est banale, mais qui vous montre qu'on travaille quand même suffisamment proche pour avoir ce genre d'intimité entre nous. Et cette station spatiale a donc été construite par un premier lancement en 1998. Cette station spatiale, et cette première photo, c'est exactement la même chose qu'Apollo-Soyouz, mais beaucoup plus tard, avec à gauche un élément russe qui décolle de Baïkonour, à droite le nœud numéro 1 qui décolle de Cape Canaveral. Les 2 se rejoignent dans l'espace grâce au bras robotique canadien. Et ensuite, on a augmenté la station au fur et à mesure pour arriver à voir cet ensemble qui est assez important, qui fait 100 mètres par 100 mètres et qui a des panneaux solaires. Au-dessus, vous avez la partie américaine
la partie européenne à gauche, japonaise à droite, Kibo, la navette américaine, les bras robotiques qui sont en dessous, et la partie basse de la photo, c'est la partie russe. Donc le Total fonctionne, a été lancé en 2000 et a été constamment habité, au départ par 3 personnes et maintenant par 6 astronautes du monde entier. Aujourd'hui, il va être la photo que vous avez de la station avec les appellations des éléments que nous avons. Vous avez des Soyouz, Soyouz MS-09, vous avez un Soyouz MS-11 un peu plus haut. Les Progress sont comme les Soyouz, mais ils sont automatiques et ils sont destinés à amener du matériel dans la station. Les Dragons, c'est l'équivalent du Cygnus. Le Dragon est lancé par SpaceX. C'est le projet qui est fait et qui fonctionne très très bien avec l'entreprise SpaceX de Elon Musk. Cygnus, c'est la partie concurrente qui lance également des vaisseaux. Et le BEAM, c'est l'invention de M. Bigelow qui a fait des structures gonflables dans l'espace qui sont à l'étude pour voir si on ne peut pas en faire nos maisons futures qui iront dans la Lune ou bien sur Mars. Et donc le futur, c'est de faire une station internationale, non pas à 5 partenaires, mais avec les 7 partenaires, donc les 5 d'aujourd'hui, plus la Chine, plus l'Inde. Aller sur la Lune avec ces 7 partenaires pour y prendre de l'hélium-3. Il y a 500 millions de tonnes d'hélium-3 sur la Lune, il y en a 200 kilos sur Terre, donc on a grosso modo 10 000 ans d'énergie électrique qui dorment à la surface de la Lune. Donc c'est assez important. On parle de village lunaire. Aller sur Mars avec les mêmes 7 partenaires pour partager les prix, bien sûr. Une mission sur Mars est extrêmement chère, mais si on la fait avec 7 partenaires, eh bien, on peut réduire les prix pour voir les causes de la disparition de la vie sur Mars et pour ainsi bénéficier de cette expérience pour protéger la Terre. Les astéroïdes, quand vous lisez les journaux aujourd'hui, vous avez toujours une nouvelle qui vous annonce qu'un astéroïde est passé entre la Lune et la Terre. C'est donc extrêmement proche. Il y a 2 chocs meurtriers d'astéroïdes tous les siècles. Donc statistiquement, dans 50 ans, on en aura un. Et les astéroïdes sont assez méchants. Rappelez-vous, quand l'astéroïde est tombé dans le golfe du Mexique au moment de la fin des dinosaures, nous avons eu une température de l'air qui montait à 500 degrés en une seule journée. Les points de Lagrange sont des points d'équilibre qu'il y a, par exemple, entre la Lune et la Terre. Les stations spatiales solaires sont des stations beaucoup plus grandes que l'ISS, mais qui captent l'énergie solaire du Soleil pour la ramener au sol par réseau au micro-ondes. Médicaments dans l'espace, c'est ce que nous faisons avec de la croissance de protéines de cristal dans l'espace. Grâce à la pesanteur, on peut faire des médicaments du futur. Télééchographie s'est joint à la télémédecine, c'est ce que nous apprenons dans l'espace. Et le tourisme spatial, c'est vraiment pour faire bénéficier des personnes qui ne sont pas des professionnels du voyage dans l'espace. Et donc, maintenant, je vais vous parler de l'équipage, comment nous formons nos équipages pour aller dans cette mission. Les équipages sont répartis entre les 5 agences spatiales. Quand vous allez dans l'ISS, vous appartenez donc à l'une des 5 agences spatiales. Et si vous êtes européen, vous êtes ou français, ou allemand, ou italien, ou d'un autre pays européen. Il y a 10 pays qui participent en Europe à cette station spatiale internationale. Les segments principaux sont russes et américains. Rappelez-vous sur la photo, la partie du haut, c'est la partie américaine. La partie du bas, c'est la partie russe. Et les astronautes font des vols de 6 mois par un overlap et un décollage tous les 3 mois. Donc, comment ça se passe ? Un Soyouz avec 3 personnes décolle dans la station spatiale. Il reste 3 dans la station spatiale. Il reste 3 mois. Et au bout de 3 mois, on envoie un deuxième Soyouz pour qu'il soit à 6. Et pendant ces 3 mois restants, les 3 premiers vont enseigner les 3 qui viennent d'arriver. Et on fait ceci régulièrement en faisant des vols de 6 mois avec un overlap de 3 mois par 3 astronautes. Et au départ, on a donc une responsabilité de matrice pour l'entraînement et pour les fonctions à bord. Là, vous avez dans cette photo en petit, vous avez les noms à l'horizontale, les tâches en verticale, donc abscisse ordonnée. Chacun, avant son entraînement, lorsqu'ils sont en équipage de 3, sait ce qu'il aura à faire comme responsabilité. Et donc, quand vous êtes astronaute, on prend l'exemple de Thomas Pesquet ou de n'importe quel astronaute, qu'il soit européen ou américain ou japonais,
Vous avez une sélection qui est le rond en bas à gauche, un entraînement de base qui se passe sur votre territoire. Si vous êtes américain, c'est à la NASA. Si vous êtes européen, c'est à Cologne. Puis, un entraînement intermédiaire pour que l'Européen puisse connaître les autres centres. Et le point bleu, le petit point bleu à droite, c'est quand on assigne l'équipage ensemble. Ce sont les 3 membres du Soyouz qui vont partir ensemble 30 mois pour l'entraînement dans les 5 centres d'entraînement. Ils vont les faire régulièrement en faisant 1 mois en Russie, 1 mois à la NASA, 15 jours à Cologne, 15 jours au Japon, 15 jours au Canada, et ils vont recommencer jusqu'à ce qu'ils arrivent à quelques mois du vol. À 6 mois après le vol, cette circulation va accélérer pour que chacun puisse donner la dernière précision sur son équipage ou sur son expérience, et ensuite il part dans l'espace. Donc c'est un entraînement qui est quand même très très dur. On part en mission pendant 6 mois, et au retour de la mission, on attend son affectation pour un 2e vol. C'est ce que fait en ce moment Pesquet. Il a obtenu son accord pour faire un 2e vol. Il va revoler d'ici 2 ans dans l'espace. Et en haut, vous avez les centres d'entraînement, Houston, Moscou, Tsukuba, Montréal et Cologne. Donc, pour recruter les astronautes, c'est la sélection que j'ai faite, que j'ai organisée en tant que directeur des astronautes. J'ai fait une sélection et j'ai recruté les astronautes avec, bien sûr, des qualités d'études qui étaient assez importantes, du type doctorat ou du type minimum master, des qualités physiques importantes, des questionnaires importants que nous faisions par Internet, mais surtout avec des qualités nécessaires qu'on appelle le CHAM. Les 4 lettres du CHAM sont la congruence, l'humilité, l'assertivité, la motivation. À chaque étape de la sélection, on a vérifié s'ils étaient bons pour la congruence, l'humilité, l'assertivité, la motivation. Et ensuite, on a fait de la dynamique d'équipe par des entraînements que nous faisons tous les ans après la sélection, lorsqu'ils ont commencé leurs travaux au sein de l'Agence spatiale européenne. Et dans cette dynamique d'équipe, on a fait la création, les frictions, la cohésion, la synergie in situ, c'est-à-dire qu'on les met dans des exercices physiques régulièrement. Et il est important dans ces entraînements que nous fassions toujours des frictions, des conflits et du stress, et que nous voyons comment les astronautes entre eux vont régler les conflits, les frictions et leur stress. C'est très important de le faire avant le vol pour que, lorsqu'ils soient en vol, le vol se passe très très bien. Donc l'entraînement, il est technique et renforcé pour toutes les activités critiques. On s'entraîne aux pannes majeures par de la survie, des pannes spécifiques pour le vaisseau ou la station. Les pannes spécifiques, c'est facile, c'est le feu, la dépressurisation et les gaz toxiques. Donc on s'entraîne avec ces 3 pannes principales. On s'entraîne au sol, mais on s'entraîne également dans l'espace, c'est-à-dire que vous êtes tranquillement en train de voler à 28 000 km à l'heure pendant un vol de 6 mois, vous êtes en train de dormir un samedi soir, et à 3 heures du matin, la sonnette sonne. C'est le centre de contrôle de Houston qui vous a fait une alarme de feu. Donc il faut simuler que vous avez le feu à bord, et vous faites les checklists comme si vous aviez un vrai feu pendant 2-3 heures, comme si vous alliez rentrer au sol après une panne extrêmement grave. Et ça, on le fait régulièrement, c'est extrêmement suivi et fait sérieusement, et par les astronautes et par le contrôleur au sol. Ensuite, on fait de l'entraînement comportemental avec du CRM, qui est vraiment ce que nous faisons lorsqu'on fait l'entraînement des pilotes de ligne pour voir comment ils vont régler les conflits. En théorie, ça marche bien. Vous savez qu'en pratique, il y a souvent des conflits dans les avions. Et le HBP, qui est également une habileté comportementale que nous faisons par des exercices que nous faisons dans différents domaines. Par exemple, la NASA fait le NOLS, qui est un travail que nous faisons à l'extérieur, dans la montagne, sur une mission qui va durer 15 jours. Et dans ce NOLS, avec 5 astronautes et 5 instructeurs derrière les astronautes et des psychologues qui vont suivre leur comportement, on va faire un principe de leader tournant. Chaque jour, un nouvel astronaute sera le leader. Il devra partir d'un point A à un point B, faire des relevés scientifiques, faire des mesures spécifiques sur le terrain, faire le campement. Le lendemain matin, il devra faire le rangement du campement. Il faut que l'endroit soit extrêmement propre comme ils l'ont trouvé.
Ils font également Nemo, qui est une période où on va rester 1 mois, donc 4 semaines, sous l'eau, dans un espèce de sous-marin qui ne bouge pas, mais qui a un petit sas de sortie extraviculaire. Donc on peut simuler un petit peu ce que nous avons comme checklist et comme timeline lorsque nous sommes dans la station spatiale. Ensuite, on va à Cold Lake au Canada en mois de février. Pourquoi à Cold Lake? Parce qu'il fait moins 30, moins 40. Froid veut dire on ne dort pas. Et quand on ne dort pas, le stress va augmenter. Donc on voit comment les gens vont résister avec le manque de sommeil et le stress pendant 15 jours. Et là, quand ils sont aux limites de la fatigue et aux limites de l'irritabilité, eh bien, ces connaissances vont les aider pendant les vraies épreuves qu'ils auront en vol. Nous avions, nous, Européens, à l'ESA, nous avions également un entraînement du type NOLS en montagne, mais comme c'était la même chose que les Américains, on a préféré de faire un autre entraînement sous terre. Donc on fait de la spéléo pour isoler les gens de la lumière, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. Et donc là, ils sont vraiment avec des conditions extrêmement difficiles, à faire un cheminement difficile en spéléo pendant 15 jours. Et on voit comment ils vont réagir également avec le stress, les conflits qu'on va insuffler régulièrement dans les astronautes. Les Russes ont dit, vous savez, nous, on a connu Lénine et on a connu le communisme, donc on n'a pas envie de souffrir en plus. On fait juste l'entraînement à la survie maritime ou la survie hivernale, qui correspond au vaisseau Soyouz, qui peut se poser un peu n'importe où sur la planète. Et au bout de quelques années, les Russes ont demandé à faire l'entraînement avec nous. Donc aujourd'hui, tous les astronautes des 5 agences spatiales font le même entraînement. Et donc on va renforcer le HBP, donc l'habileté comportementale, on va la renforcer dans tous les stades de l'entraînement. Et aussi, si vous notez bien, les personnes qui ont le CHAM au départ, avant la sélection, plus le HBP tous les ans pendant plusieurs années avant le vol, fait qu'on n'a pas besoin de choisir des membres d'équipage avant le vol. Lorsque nous les choisissons, ils ont tous passé par ce même entraînement et ils sont tous en équipage. Et les équipages se produisent et se font extrêmement bien et beaucoup mieux que dans le passé. Donc ce sont des photos que vous avez dans l'entraînement que nous faisons en Europe, qu'on appelle le CAVE. Donc ce sont des souterrains dans des grottes qui sont en Sardaigne. Et là, c'était mon entraînement survie avec les Russes en 92. Alors donc on simule que le Soyouz s'est posé en Sibérie et on doit résister dans le froid pendant quelques jours. Le froid fait qu'on ne dort pas et donc on arrive très facilement à être stressé. Voilà, donc la prochaine. Donc ce que je vous ai dit, c'est pour les astronautes, mais j'ai trouvé ça dans un journal il n'y a pas très longtemps où on fait également de l'alchimie d'équipe pour les footballeurs. Donc les footballeurs appliquent une méthode qui est un petit peu similaire à la nôtre pour que les équipes fonctionnent bien. Et ce qui compte, ce n'est pas forcément des footballeurs qui sont extrêmement bons, mais il faut surtout qu'ils soient bons en équipe. C'est ce qui fait des équipes qui sont gagnantes. Et on a la même chose pratiquement qu'eux. Voilà, donc les astronautes que vous voyez sur la photo. En haut sont ceux que j'ai recrutés, avec à gauche un Danois, l'Allemand Alexander Gerst qui est après, ensuite l'Italienne qui est Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet que vous connaissez, Luca Parmitano qui est l'Italien et l'Anglais Timothy Peake qui est à droite. Et donc ces 6 personnes que j'ai recrutées ont tous fait un vol, même 2 vols, et tous feront 2 vols dans l'espace. Donc ils auront passé 1 an dans l'espace au total. Et en bas, c'est le corps des Space Cowboys auxquels j'appartenais, qui ont été les astronautes recrutés en 1992 avec moi. Maintenant, je vais parler un petit peu de la gestion du risque et de l'échec. D'abord, d'après vous, est-ce que le métier est dangereux? On va voir. Donc, vous voyez, c'est très dangereux. Et je ne vais pas vous passer en revue tous les accidents que nous avons eus dans l'espace, les accidents principaux, mais je vous en montrerai un qui est représenté par ce schéma. Est-ce que vous reconnaissez ce schéma? Mission Apollo 13.
on va entendre, écouter le calme des astronautes. 13, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like you to stir up your cryo tanks. In addition, I have Shaft and Trunnion for a look at the Comet Bennett if you need it. Okay, stand by. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B burst undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. And as I recall, main B was the one that had a amp spike on it once before. In the interim here, we're starting to go ahead and button up the tunnel again. Alors vous imaginez ces astronautes qui décollent de la Terre, qui vont vers la Lune, qui se retrouvent à... Donc la Lune, c'est à 300 000 km de la Terre. Nous, nos vols sont à 400 km de la Terre. Ils sont presque arrivés à destination de la Lune. Et là, problème, un réservoir oxygène-hydrogène explose. Et donc la mission est vraiment perdue à ce moment-là. On est trop près de la Lune, donc il y a une décision qui doit être prise tout de suite. Est-ce qu'on continue en faisant marche arrière, auquel cas on peut dépasser la Lune et pas forcément revenir sur Terre, ou bien on continue la mission vers la Lune et on se sert de la Lune pour revenir, parce que la Lune va nous faire tourner vers la Terre pour revenir vers la Terre. Donc c'est l'option qui est prise. Donc l'option, elle est prise extrêmement rapidement. Et ensuite, vous avez vu, la voie est extrêmement calme, donc les gens sont en perdition, mais ils réagissent calmement. Et le sol et les astronautes réagissent calmement. Et là, il s'agit maintenant de passer 2 jours à 2 jours et demi pour récupérer l'équipage sain et sauf alors qu'ils n'ont plus d'énergie. C'est ce qui est fait par un manager qui est assez excellent, un management d'équipe qui est vraiment très très bon. C'est là que vous entendez dans la phraséologie « Houston, on a un problème », et c'est là que le chef de vol répond « L'échec n'est pas une option ». Le directeur de vol, Gene Kranz, qui n'était pas un astronaute mais un ancien pilote de chasse, il se fait obéir sans crier, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, il est ferme, il reste optimiste, il prend des décisions qu'il suit jusqu'à la fin et il mise sur ce qu'il a et non sur ce qui est perdu. Avec 2 réservoirs d'oxygène, est-ce qu'on peut aller jusqu'au sol? Et si on ne peut pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour économiser l'énergie pour revenir jusqu'au sol? Et c'est ce qu'il applique en travaillant jour et nuit, en mettant les astronautes au simulateur au sol pour répéter la mission comme s'ils étaient en conditions réelles, 2 jours comme de nuit. Il demande l'avis aux experts, quels qu'ils soient. Il transmet à son équipe des objectifs clairs. Et surtout, lorsqu'il prend une décision, il s'y tient. Il ne louvoie pas à dire oui, peut-être ou non. Il prend une décision, il s'y tient. C'est vraiment un triomphe du management et de la communication. Un management extrême. Le demi-tour en freinant de la capsule était absolument impossible parce qu'on risquait de dépasser la Lune et de ne plus jamais revenir vers la Terre. Et aussi un management assez complexe parce que le Gene Kranz, qui se trouve à Houston au sol, fait face à son chef, qui est le chef de la NASA, qui dit que ce sera la pire catastrophe que nous ayons connue à la NASA. Et là, il répond à son chef en disant « Je crois que ça va être notre heure de gloire ». Donc, il met des ondes positives vers le haut, à son chef, vers les astronautes qui sont à 300 000 km, vers les contrôleurs qui sont au sol, vers les backrooms qui sont au sol. Le gouvernement, la Maison-Blanche, dit préparer les messages mortuaires pour les astronautes pour prévenir qu'ils vont être morts. Et là, il dit stand-by, je ferai ça quand l'équipage sera posé. Pour l'instant, chaque seconde doit être concentrée à sauver l'équipage. Et donc, c'est un homme qui a fait front et qui a fait face à tous les messages négatifs qui étaient autour pour s'en sortir. Et c'est une mission qui a été vraiment réussie. Voilà, donc j'ai maintenant terminé en un temps extrêmement rapide ma présentation. Rappelez-vous cette phrase de Tsiolkovsky, la Terre c'est le berceau de l'homme, mais on n'est pas obligé de passer sa vie dans un berceau. C'est ce que nous faisons avec les vols spatiaux, c'est ce que nous faisons et qui prend de plus d'ampleur en ce moment grâce aux privés qui investissent et qui prennent le courage d'investir pour faire des fusées comme Elon Musk, comme Jeff Bezos avec Amazon ou avec Virgin Galactic pour les missions suborbitales.
Il y a donc un engouement assez important pour la mission spatiale. Il y a des applications dans le futur qui seront très importantes. Il y a un marché financier qui est assez important. Et donc l'espace est vraiment le futur. Et je comprends très très bien cette phrase et aussi la phrase que faire des vols spatiaux, c'est faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Merci Patrick et merci à vous.